Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce Génération Champion. Vous le savez, Génération Champion, l'occasion est bien pour nous d'avoir un sportif actuel ou ancien avec à ses côtés un jeune talent prometteur. On va parler aujourd'hui d'aventure. L'aventure, eh bien, c'est un sujet évidemment de sport qui n'est pas facile dans la mesure où évidemment on n'a souvent pas beaucoup de recul. Donc on a deux invités prestigieux avec, pour commencer, Xavier Rosset. Xavier Rosset, bonjour. Salut Michel. Merci beaucoup d'être avec nous. On va peut-être commencer les présentations. Allez, on va peut-être tout de suite s'intéresser au jeune garçon qui est avec vous sur ce plateau. C'est Timothée Max. Timothée, bonjour. Bonjour. Jeune aventurier. On va le rappeler, eh bien, Xavier Rosset. On s'en rappelle bien, Xavier, 41 ans, originaire de Verbier. Vous habitez du reste toujours à Verbier. Vous avez à votre actif, eh bien, tout simplement entre 2008 et 2009, 300 jours tout seul sur une île déserte à Tofua. C'était dans le sud du Pacifique. Moi, je m'en souviens en tout cas extrêmement bien, mais sûrement pas aussi bien que vous. C'était tout seul, parti avec le couteau suisse. On va y revenir dans un instant. Et puis là, ce qui nous amène à vous, Xavier, c'est une nouvelle aventure avec, évidemment, cette fois-ci en ULM. On le voit derrière sur ces images. Ça va se passer entre le 16 et le 23 juillet, si la météo le permet. Là, c'est tout simplement 400 jours sur un ULM, lâché dans 50 pays, 5 continents, 400 jours d'aventure. On va y venir. Je lâche un petit peu le morceau d'entrée. Merci en tout cas d'être avec nous. Et puis à vos côtés, un jeune garçon, 29 ans, Timothée Max, originaire de Martigny. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Timothée, lui, eh bien, commence l'aventure. 3 aventures, on peut le dire comme ça, 3 fois, plus ou moins un mois tout seul avec son copain. On ne va pas l'oublier, il n'a pas pu être là, Jimmy Chapeau, qui faisait partie bien, de vos 3 aventures qui ont duré un mois. On va y venir. Donc on commence là l'aventure. Il faut bien commencer par quelque chose. On va commencer tout de suite peut-être par Xavier Rosset. Xavier Rosset, on va évidemment s'intéresser à votre tout nouveau projet, c'est Fly the World. Entendez par là, eh bien évidemment, ça va être un petit peu volé dans le monde, à travers le monde. C'est le but du projet. On revient, Xavier, sur ce truc de fou. C'était il y a maintenant pratiquement une petite dizaine d'années, l'île de Tofua, 300 jours tout seul, un mot là-dessus, c'était incroyable. Ouais, l'idée de 300 jours, c'était vraiment de faire un retour à la nature. Et puis après ma carrière de snowboarder, j'avais besoin de... J'avais zappé la carrière de snowboarder, pardon, parce que c'est pas rien du tout, on est bien d'accord. Ouais, c'est important. Une très belle aventure aussi. Il y a tellement de choses que c'est vrai qu'on oublie un petit peu dans le palmarès. Ouais. Et à la fin de ces 10 ans de snowboard professionnel, j'avais l'envie de... je prenais ma retraite, mais j'avais l'envie de faire quelque chose, mais je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Et du coup, je me suis dit, je connais la neige, je connais le froid, je suis quelqu'un de très social, pourquoi pas faire l'opposé? Alors j'ai remplacé le froid par le chaud, la montagne bien par une île, et puis le fait que je sois social, j'ai dit je pars longtemps seul. C'est ce qui a amené vraiment aux expéditions 300 jours. C'était vraiment un retour à la nature, si tu veux. C'est un truc évidemment est-ce qu'on a envie de repartir de 300 jours tout seul sur une île déserte? Alors d'abord, cette île, on parle souvent d'île déserte, mais est-ce qu'elle était vraiment déserte? Alors l'île, oui. Alors maintenant, elle est inhabitée. Tofua, ouais. L'île, c'est en 1776, la révolte du Bounty, la mutinerie du Bounty, le capitaine Cook, tout ça, ça s'est passé au large de cette île. Et à l'époque, cette île était habitée à l'année. Maintenant, il n'y a plus d'habitants à l'année, mais il y a des cultivateurs qui viennent de temps en temps, une fois chaque 3 ou 6 mois, pour récolter du kava, qui est la boisson nationale des Tonga. Ce projet, justement, est-ce qu'il serait à refaire 300 jours comme ça, tout seul, compliqué, difficile? Non, ouais. Je crois, je l'ai lu, vous l'avez dit, plus jamais. Si c'était à refaire, je le referais pas, effectivement. Parce que c'était une aventure géniale, mais en même temps, ça m'obligeait à repousser mes limites très très loin. Et si j'avais pensé que l'aventure aurait été un aussi gros challenge au niveau solitude, c'est vrai que je l'aurais pas fait. J'étais un peu utopiste. Là, c'est les limites de soi, on aime bien dépasser, c'est le dépassement de soi, c'est très à la mode. Ouais. Là, c'est trop dépassé. Non, c'est pas dépassé, c'est repoussé. Mais au bout d'un moment, t'as pas le choix de repousser parce que personne m'a forcé à aller sur cette île dans le Pacifique. Et les jours où t'as le moral dans les chaussettes, si on peut dire, tu te dis, mais Xav, c'est toi qui l'as voulu. Il y en a beaucoup de jours comme ça. Sur 300 jours, on est dans quel état d'esprit? Généralement, l'état d'esprit, c'est toi qui te mets dans un état d'esprit. C'est par rapport à ta perception des choses que tu as sur le moment présent, tu vois. Et il y a des jours où je me levais, j'étais un peu morose. Alors, mais du coup, tu te lèves, tu vas pêcher. Et tu attrapes un poisson. Et juste le fait d'avoir un poisson, c'est le plus beau moment de ta journée. Ça nous donne du bonheur pour
pour toute sa Eh journée. ouais, ouais. Parce que rappelez quand même, Xavier, que vous étiez parti avec quoi, un couteau suisse, avec rien. J'étais parti avec Rien. le minimum. Ouais. L'idée, c'était un couteau C'était suisse et une pratiquement, machette. c'est ça. Et puis, sur le bateau qui m'a emmené sur l'île, le pêcheur me demande un petit peu ce que j'avais comme matériel. Et je lui dis couteau suisse, machette. Il me dit, mais vous êtes complètement débile, vous allez mourir. Même nous, quand on est d'ici, on prend du fil de pêche, quelques hameçons et un briquet. Et sur le bateau, il m'a donné ça. Alors, je l'ai pris en disant, je ne vais pas utiliser, mais au moins, j'ai. Eh ben, après 24 heures, j'ai utilisé le briquet, j'avais utilisé le fil de pêche, j'avais utilisé les hameçons. Et gentiment, après, parce qu'il y a tout en même temps. Donc, comment est-ce que tu peux pas tout gérer en même temps? Moi, je pensais que j'aurais une cabane, je faisais du feu, j'aurais été le king of the bongo après 3 jours, tu vois. Et ça n'a pas du tout été le cas, quoi. Timothée, quand on entend ça, c'est un peu de la science-fiction comme ça. Alors, rappelez, Timothée, que vous êtes parti avec votre copain, on l'a dit tout à l'heure, Jimmy Chapeau. Là, vous êtes parti évidemment des distances un petit peu, enfin des périodes un peu plus courtes. Hein. Ça a été en gros 3 fois, 1 mois. Mais vous êtes parti vraiment à l'aventure, c'est le cas de le dire, avec quoi 1 kilo de riz hein, à chaque fois. Et là aussi, il fallait un petit peu essayer de faire avec ce qu'on avait. C'était un peu ça. Hein. Oui, oui. La première fois, on est parti au col de Languerin, justement, avec 1 kilo de riz. On avait des outils, une machette, couteau, une casserole comme ça, puis sac à couchage. Niveau nourriture, on n'avait pratiquement rien d'autre. On devait se débrouiller pour pêcher, ou manger un peu des orties. Ça, c'est le côté excitant du truc. Quoi. Voilà, Ce ne serait pas amusant de partir avec, on est d'accord. Hein, Xavier, c'est pas le même voyage, là. C'est pas du tout la même chose, hein, évidemment. Voilà. Et c'était un petit peu de la survie, c'était le but, c'était de voir, là aussi, repousser un petit peu les limites. Bon, vous êtes parti à 2, on va dire que 2, enfin, ça change tout. C'est différent, ça change beaucoup. Hein. C'est vrai qu'à 2, on peut un peu se reposer, quand on n'a pas le moral, de pouvoir peut-être parler avec l'autre. Quel a été justement votre rapport avec votre ami Jimmy pendant 1 mois? Il faut, là aussi, enfin, c'est peut-être pas simple, il faut arriver à faire la part des choses. Hein. Ouais, bon, avec lui, on n'a vraiment pas eu aucun problème du tout. Moi, souvent, on partait le matin, moi je partais aux champignons le matin ou aux myrtilles, puis je revenais 5-6 heures après. Puis chacun allait un petit peu de son côté. Des fois, les jours, il allait aux champignons, puis on faisait un peu libre. Des fois, on construisait la cabane le matin, on était vraiment libre. Moi, j'ai vraiment le plaisir quand je ramenais avec un monstre sac de champignons, d'aller partager ça avec Jimmy, de lui montrer ça. Puis ça, justement, comparé à lui, peut-être si on était en seul, qu'on ne peut pas montrer ça à personne, c'est pour tout seul, de reste de récolte. Xavier, de partir sur cette île, hein, à 2, ça n'aurait évidemment pas eu le même charme. Là, le but, c'est quoi? C'est aussi de se retrouver, d'arriver à se retrouver un petit peu par rapport à soi-même. Ouais, c'était ça aussi le but. Comme dit Timothy, c'est vrai que le fait d'être à 2, tu as une conversation avec quelqu'un, tu peux échanger. Des opinions, des manières de voir, des manières de faire. Et quand tu es seul, ça tu l'as pas. Donc la seule personne que tu as, c'est ton monologue intérieur, c'est toi. Et ça se manque de parler parce qu'on se connaît très bien, hein, Xavier. Je crois que c'est pas la peine de le cacher. Le fait de pas parler justement comme ça à personne, il y avait quoi? Il y avait des petits... il y avait des petits contacts radio 1 fois par semaine, etc. Alors, je laissais un message sur un combox. Ouais. C'était même pas une conversation avec quelqu'un. Mais après, tu peux parler tout seul. Ce manque de communication comme ça a dû être très difficile. Mais moi, au début, je parlais tout seul, mais à haute voix. Et après 1 semaine, j'ai tout de suite réalisé que si je continuais à parler à haute voix, ça deviendrait vraiment instinctif. Et quand je rentrais après mes 300 jours, eh bien, tu auras plus de peine à te réadapter. Tu parles à haute voix tout le temps et tu passes pour un fou. Alors du coup, j'ai continué à parler tout seul. Mais tiens, moi, je pense qu'on a tous une petite voix. Intérieure comme ça. Ouais, j'ai continué à alimenter. Ben, c'est ça. Et puis à alimenter mon petit monologue, mais intérieurement. Il y a eu la visite, hein, quand même, ça a été quelque chose d'important, d'un cochon. Allez, on peut en parler. Ouais, je l'ai chassé, je l'ai attrapé dans un piège. Et effectivement, c'est vrai que Peggy, ça a été à la base, elle avait 1 semaine, je voulais l'engraisser, la manger. Et puis, 1 semaine après que je l'ai attrapée, elle dormait avec moi. Elle venait vraiment se coller ici. C'était un tout petit bébé cochon. Et c'est devenu ma pote. Ah non, mais plus pas possible. Et du coup, ça. Mais non. Alors, on mange quoi sur une île déserte à Tefur? On mange ce qu'on trouve, végétation différente que dans les forêts d'ici, dans l'aventure qu'a fait Tim, mais tu manges effectivement ce que
tu trouves. Alors, beaucoup de noix de coco. Là, il y avait encore certaines des mangues à certaines périodes. La noix de coco qui n'est pas évidente à digérer. Hein, si je peux me permettre, il y a eu pas mal de soucis. Hein, j'ai cru comprendre c'est un très très bon laxatif. Ça équivaut au pruneau de chez nous. Mais quand tu perds plus d'eau que ce que tu en emmagasines, ça commence à devenir un problème. Timothée, qu'est-ce qu'on mange dans les forêts, comme ça, dans les forêts, par chez nous, hein, parce que vous étiez plutôt en Valais, hein, vous étiez au col des Mosses, hein, mais enfin perdu au milieu de nulle part quand même, parce qu'on peut être perdu pas très loin de chez soi finalement. Qu'est-ce qu'on arrivait à manger là? Nous, la chance, c'était en... Il y avait le riz, mais à part ça. La chance, c'était en automne, on avait des myrtilles, fraises, framboises, 2-3 trucs comme ça, des petits fruits de la forêt. On a mangé pas mal d'orties aussi, du poisson, beaucoup de poissons, on pêchait le poisson à la main, des choses comme ça surtout. Autrement, il y a encore on peut manger 2-3 sauterelles, mais un peu différent. Dernière course. Un peu différent. Comment est-ce qu'on en ressort de vos différentes aventures, Xavier, quand on revient comme ça de 300 jours, on est le même garçon par rapport à votre entourage. Vous avez une amie, vous avez une famille. Comment est-ce qu'ils vous ont trouvé à la sortie de ça? Parce que soi-même, c'est vrai qu'on ne voit pas forcément qu'on a changé, mais les autres, quel est un petit peu le regard des autres? Le retour qu'il y a eu, c'est qu'en fait, je ne suis pas revenu changer, si tu veux, mais je suis revenu plus posé, et puis beaucoup plus peut-être détaché des choses que chez nous, ça aurait une grosse importance. Des valeurs qu'on a ici, finalement, une perception des préoccupations. différente, plus détachée des choses, surtout des choses matérielles. Et puis, mais autrement, je suis revenu le même, toujours avec cette même joie de vivre et puis une grosse motivation. Mais ce que j'ai aussi fait, c'est que au retour, je suis pas resté sur le mode tofu. Je me suis vraiment réadapté tout de suite à la vie qu'on a chez nous. 17 jours après, je retravaillais, je recommençais le travail comme veilleur de nuit dans un hôtel. Je me suis directement réinséré. Mais là, on est complètement déconnecté. Non, on n'est pas déconnecté. Alors, moi, j'étais prêt à rentrer. Je voulais rentrer. Et du coup, j'étais... Ça me posait pas un gros problème parce que j'arrivais dans un endroit que je connaissais. Alors après, il faut en accepter les règles. Hein. Autrement, il faut pas rentrer, quoi. Timothée, après comme ça, 3 fois 1 mois, hein, c'était des périodes beaucoup plus courtes. C'est le début de l'aventure. Hein. On vous souhaite en tout cas des aventures, évidemment, comme Xavier. Là, on rentre différent, on voit un peu autrement dans sa tête, on progresse, on avance. Ouais, bah moi, pour 1 mois, la première fois, j'ai l'impression qu'il m'a fallu quand même peut-être une semaine pour bien me mettre dedans. Après, bien revenir sur Terre. Quoi, non, si pas rentrer dans l'aventure. Ah, rentrer dans l'aventure. Et après, peut-être 2-3 semaines, j'étais vraiment dedans à 100%. Puis après, tout de suite, il y a eu ce retour. Alors pour moi, déjà à l'entrée, je pensais un peu déjà au retour. Ça m'embêtait. Pour eux, c'est un peu trop court. Il faudrait faire ça sur plus longtemps, moi, surtout. Xavier, c'est pareil. Quand on arrive à la fin de l'aventure comme ça... vous seriez resté encore un petit bout de plus ou non. Ça a commencé à bien aller, 300 moi, jours, on commence à... C'est bon, quoi. Mais déjà, après 75 jours, je faisais des petites coches sur un arbre. Et après 75 jours, je les compte et je suis là. Yes, 75. Combien il m'en reste? 225. C'était impossible. Ces 75 jours-là, il m'a paru déjà tellement long. Mais c'était quoi qui était dur, là? C'est quoi qui est dur? Le fait de dire... Il me reste encore tout ça. Alors beaucoup, c'est la solitude. Mais ces journées, on fait quoi sur une île déserte? Qu'est-ce qu'on fait? Tu trouves à manger, tu trouves à boire. C'est ça. C'est notre seule source de... Ouais, surtout au début. Je pense c'est exactement la même chose comme toi, je pense. Surtout au début, parce que tu connais pas. Alors tu es obligé, tu passes énormément de temps à trouver à manger, à boire. Après, au bout de 4-5 mois, me nourrir et boire, c'était facile. En 1 heure, 2 heures, j'avais réglé le problème. Alors après, on a du temps pour soi, pour penser peut-être à d'autres choses. Et puis tu pars à la découverte. J'ai une île qui faisait 68 km², un volcan actif, un lac interne au fond d'un cratère. C'est une jungle, hein. Donc tu pars à la découverte. Alors, entre-temps, maintenant, on va arrêter. C'est bon, hein, on va arrêter l'île de Tofua, mais c'est super intéressant. Entre Tofua et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? La préparation de ce Fly the World, hein, là, on le voit, c'est évidemment, c'est quoi? C'est tout seul sur un ULM, en résumé, rapidement? Ouais. Fly the World, en une phrase, c'est j'utilise cette petite machine pour partir à la découverte de notre planète, autant géologique que humain. Et puis chaque semaine, je la partage avec les gens sur la petite chaîne YouTube que j'ai, un petit 2 minutes pour montrer où je suis et surtout avec qui je suis et qu'est-ce que ces gens-là font. Pourquoi avoir choisi l'ULM et pas, par exemple, un autre moyen de transport? L'ULM, c'est un truc qui est un peu passe-partout comme ça, qui est assez pratique finalement. Hein. Oui, mais au début que j'ai commencé à avoir l'idée de l'expédition, j'avais pas l'ULM pendulaire en tête. Je savais même pas ce que je voulais. Puis en cherchant, j'avais besoin d'une machine
qui m'amenait dans des lieux assez reculés. Et l'ULM, c'est vrai que ça pose très très court, ça décolle très court. En 60 mètres, je suis posé arrêter. En 100, 120 mètres, la machine est en l'air. Donc ça me permettait de rendre accessible des lieux qui étaient super reculés, puis d'aller rencontrer des gens qui vivent loin des villes. Si on pense au projet, le projet devrait démarrer entre le 16 et le 23 juillet. Entre le 16 et le 20, ouais, dans ces zones-là, selon la météo. C'est les zones, voilà, c'est en fonction de la météo. Ouais. Il y a eu une bonne nouvelle il y a quelques jours, c'est de pouvoir décoller. Alors ça vous est cher évidemment depuis le Valais, le Valais natal, ça c'est important. Hein. Ouais, disons que je suis valaisan de cœur et d'âme et citoyen du monde aussi, et puis le fait de pouvoir décoller de Sion, ça c'est vrai que c'est une super nouvelle parce que il y a eu la des machine elle est autorisations interdite. Spéciales. Oui, cette machine-là est interdite de survol en Suisse, l'ULM pendulaire. Et l'Office fédéral de l'aviation civile m'a donné une autorisation, mais elle est exceptionnelle et ça merci beaucoup à la Confédération aussi d'avoir confiance en l'expédition. Alors ça veut dire, si on parle de préparation, on aime bien parler dans cette émission un petit peu d'entraînement, de préparation. Timothée, comment est-ce qu'on se prépare, ne serait-ce que, j'ai envie de dire, pour partir comme ça un mois dans un bois tout seul avec son copain, ça se prépare, ça, il y a une préparation, ou bien on part comme ça, la fleur au fusil, puis on verra bien ce qui se passe? On a quand même cherché pendant pas mal de temps, surtout sur Google Earth, pour trouver l'endroit qui nous plaisait, un endroit qui avait pas mal de forêt espacée, qui n'avait pas trop de monde, qui est l'eau courante quand même, parce que sinon c'est un peu chaud. Ouais. Surtout ça, puis après on a réfléchi pas mal aux outils qu'on devait prendre, aux trucs efficaces. Au début on a pris une scie, une hache, après on a enlevé la scie pour faire un sac, on a réduit, surtout dans ce domaine-là. Xavier, comment est-ce qu'on se prépare? ULM, vous l'avez dit, c'est totalement interdit en Suisse. Ça veut dire que là, vous devez aller vous entraîner... En France. En France. J'ai fait la licence. Pas évident, un Verbier, alors quoi, il faut faire la navette Alors, il y a 2h15, ma machine, elle est basée à Arques-sous-Sicon, un tout petit village à 15 minutes de Pontarlier. Et effectivement, je fais la navette. La semaine, je m'occupe de tout ce qui est technique ici en Suisse pour la préparation de l'expédition. Et puis, le week-end, c'est tous les tests, les réglages sur la machine, les tests en vol, consommation carburant, tout ce genre de choses sur la machine. Et du coup, on reste 3-4 jours en bas. Alors, ce Fly the World, si on parle en chiffres, c'est très impressionnant, Xavier. C'est 50 pays. Enfin, allez-y, je vous laisse Fly la the suite. World, c'est beaucoup. 50 pays. Alors, de nouveau, c'est toujours c'est l'idée. Dans une aventure comme ça, c'est dur à dire je vais faire ça. C'est vraiment l'idée, c'est avec cette petite machine de partir à la rencontre de la planète. C'est 50 pays. On peut être deux, mais là, alors, vous serez seul. La deuxième place derrière, elle est occupée par tout ce qui est matériel. Et je peux mettre et enlever les réservoirs aussi pour permettre, quand je pose dans un village, l'idée c'est que je fasse voler le chef du village ou que je fasse voler quelqu'un, partager mon aventure autant que moi je partage la leur. Et c'est vraiment ça l'idée de Fly the World. Ouais. Alors si on parle de chiffres, c'est quoi 50 pays, alors, encore que bon, il y en a quelques-uns qu'il faut qu'ils restent un petit peu... ça reste un peu secret parce qu'on ne sait pas très bien. Il y a en termes d'autorisation, Xavier, ça se passe comment? Parce qu'on ne survole pas des pays comme ça. On peut penser que c'est assez énorme. Qui gère ça? Alors je travaille avec une agence anglaise qui s'appelle White Rose Aviation et elle est spécialisée pour les pilotes privés, pour la demande d'autorisation. Mais même mon voyage, même pour lui, il me dit déjà il y a certains pays que lui va rien pouvoir faire. Donc c'est vraiment à moi de faire des démarches dans ces pays-là pour obtenir les autorisations de vol. C'est difficile où, par exemple? La Russie, le Japon. Et puis autrement, les États-Unis, il y a une tonne de papiers à remplir, mais c'est tout à fait possible. Et puis après, certains pays en Asie, mais c'est pas vraiment. Ça dépend de la situation politique du pays en ce moment-là. En termes d'autonomie, là on parle un petit peu mécanique, autonomie, réserve, etc. On peut bien imaginer qu'il va falloir survoler à un moment donné beaucoup d'eau. Oui. Comment est-ce que ça va se passer? Là, il y a un côté, pardon de le dire, mais oui, un peu chaud, quoi. C'est un peu difficile. Alors, effectivement. Quel moyen est-ce qu'on a, pardon de le dire, mais si ça se passe mal, qu'est-ce qui se passe? Alors, si ça se passe mal, j'ai différents systèmes que je mets en œuvre. L'expédition, moi, je la prépare depuis 9 ans. Donc, tous les problèmes, j'y ai pensé. La plupart, j'ai pu les régler. Si j'ai une panne au-dessus de l'eau, eh bien, à un moment donné, je tire le parachute de secours qui va me permettre de descendre à 6 mètres secondes dans l'eau. J'ai une combi étanche. J'ai un petit canoë de secours, une place, le gilet de sauvetage et surtout une balise Garmin de détresse qui, elle, va me permettre de me faire retrouver dans les délais les plus brefs. Alors, on s'en rend compte, rien n'est laissé au hasard. Timothée, pour le genre d'expédition que vous aviez avec votre ami, vous êtes parti avec quoi? Là aussi,
J'entends en termes de sécurité, etc. Qu'est-ce qu'on avait? On part avec quoi? Une trousse de secours? On a quoi? On a l'essentiel? On part comment? Ouais, niveau, on a juste une petite trousse de secours. On a quand même pris ça au niveau des infections, surtout pour... on a juste 1 ou 2 sparadraps, 2 stéristrips au cas où on s'ouvrait quand même pas mal pour pas besoin de redescendre à l'hôpital, faire des points. Il y a eu des soucis, en parenthèse, dans les 3 expéditions que vous avez menées, hein, parce qu'on n'a pas forcément dit, mais il y a eu 3 fois un mois hein, depuis plusieurs années, évidemment. Il n'y a pas eu de soucis majeurs plus que ça. Non, pas du tout. Moi, je suis parti une fois que je m'étais entaillé un peu le pouce avant l'expédition. Ça a fait infecter pendant toute l'expédition, puis je suis revenu avec la même chose. Mais cette expédition, Xavier, elle va se faire un petit peu en 3 phases, hein, un peu en 3 étapes, hein, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est 400 jours, mais c'est pas 400 jours comme ça alignés jour par jour. Ça va pas se passer tout à fait comme ça. Il y a aussi un travail de prof de ski, enfin de prof de snowboard un peu extrême, hein, là au milieu. Il faut arriver à soigner un petit peu aussi une certaine clientèle qui vous fait confiance depuis pas mal d'années. Oui, effectivement. Et puis, moi, j'ai aussi, j'ai une amie, j'ai des parents, et je pars souvent... Ouais, l'amie, quel est son regard, là? C'est pas évident, hein, quand alors, on a son copain part en... ouais. Quand on s'est connus, je raidais l'extrême de Verbier, donc si elle avait voulu sortir avec quelqu'un qui faisait du 5 sur 7... c'est pas un banquier, hein, non. Voilà, elle m'aurait même pas regardé. Mais, et du coup, c'est vrai que le fait de rentrer l'hiver, moi, je pars seul souvent dans mes aventures, mais j'emmène ma famille et mes amis avec, par procuration. Et eux n'ont pas choisi ça. Donc aussi le fait de rentrer l'hiver, de passer du temps avec eux. Et puis aussi mes clients qui à l'usure sont des amis. Ça fait plus de 10 ans qu'on skie ensemble. Qui sont aussi pour une partie les partenaires de l'expédition. Et puis il y a une fierté aussi, hein, d'être avec quelqu'un comme Xavier Rosset, d'arriver à skier, etc. Ils arrivent à suivre, ça c'est bien. C'est sympa. Si on parle du budget, parce que là c'est bien joli, hein, je veux dire, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, comme on dit. C'est important quand même l'argent dans ce que vous faites. Allez, on continue avec Xavier, on va venir après avec Timothée. Qui participe? Comment est-ce que c'est financé ce que vous faites? Alors, toutes ces expéditions, effectivement, doivent être financées. Alors, on l'a compris, il y a quelques sponsors, enfin, amis privilégiés. Là, on parle de mécénat. Des partenaires privés. Puis autrement, il y a un ouais. nouveau truc qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'est une participation. Voilà, on a lancé il n'y a pas longtemps une campagne de crowdfunding, de financement participatif. L'idée, c'est d'investir aussi les gens avec un soutien financier de 10 francs, 20 francs. Chacun donne ce qu'il veut. Un peu vraiment, ouais, un peu. Il y a une sorte de contrepartie. Et vraiment, l'idée qui est cool, c'est que la personne qui dit je donne 50 francs, eh ben moi, je pars avec. L'impression qu'elle est dans le truc. Quoi. Tu pars avec à l'aventure. Et depuis qu'on l'a lancé, 24 heures après, on avait déjà atteint le premier palier qu'on voulait. Et ça, c'est génial. Alors maintenant, on continue et puis on espère arriver au 4e palier. Parce que bon an, mal an, ça va coûter quoi? C'est 400 jours qu'on se donne un petit peu une idée. L'expédition, tout, c'est environ 150 000 francs. Alors une partie maintenant, la machine et tout, ça c'est de l'investissement privé, mais c'est vrai que sans partenaires ou sans personnes qui nous font confiance, c'est vrai que c'est difficile, quoi. Juste un petit mot peut-être sur le côté financier. Comment est-ce que vous avez réussi à financer, disons, vos expéditions, vos aventures? Ça se finance évidemment plus facilement, hein. Ouais, c'est un peu différent. Moi, c'était le truc, c'était de pouvoir prendre congé par rapport au travail, hein. Pendant 1 mois de congé, déjà le patron qui accepte ça, puis après. Moi, j'habite seul, donc je dois payer 1 mois dans le vide de loyer, juste ça. Moi, sinon, c'est 1 mois de travail sans loyer. Après, il faut encore travailler encore 1 mois avant que le premier loyer qui tombe. Mais sinon, c'est difficile de trouver évidemment des sponsors, hein, et des gens qui nous soutiennent, parce que quand on commence l'aventure, c'est pas évident. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas, d'avoir fait partager votre passion. Xavier, nous, on vous souhaite évidemment la prochaine, vous, dans votre esprit, prochaine aventure, vous arrivez à vous identifier un petit peu à ce que Xavier fait. C'est quoi? Peut-être pas dans les airs, mais... Non, pas dans les airs. C'est quoi le rêve, comme ça, absolu, quand on... Moi, c'est surtout la forêt. J'ai réalisé ça, c'est surtout la forêt d'ici que j'ai réalisé par rapport à lui. L'île déserte, je pense que ça m'attire moins quand même. Toutes les belles forêts de résineux qu'on a ici, puis les montagnes. J'ai le projet justement de faire ça, ce que j'ai fait un peu, mais sur 5-6 mois maintenant, vraiment tester en plus grand, seul, en France peut-être, par ici, dans les régions. Dans les belles forêts, si je peux me permettre, il reste l'Amazonie. Hein, là, c'est encore un autre truc, mais pourquoi pas, hein, ça peut être sympa.
Xavier, après ça, bon, on va déjà finir ça. Il y a quoi qu'est-ce qui... Non, on va step by step. Là, on essaye déjà de faire ça. Parce que là, on est tranquille jusqu'en 2019, c'est ça? Là, jusqu'en 2019, je suis bon. Mais ce qui est un truc important à dire dans Génération Champion, c'est qu'effectivement, on a tous des rêves. Ça, c'est un truc qui est sûr. Et l'important, c'est d'avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue en cours de route. Et puis, y aller. Et même si on a un rêve qui, au bout d'un moment, arriverait là, en fonçant, on n'arrive peut-être pas exactement là où on veut aller. Mais en tout cas, on arrive quelque part. Et avoir un rêve, c'est ça qui nous pousse en avant pour vivre. L'important, au bout d'un moment, c'est peut-être d'arriver justement à réaliser ses rêves. Et c'est pas forcément facile. Mais il me semble que vous n'êtes pas tout à fait loin, Xavier. Merci beaucoup. Donc, on vous souhaite bonne chance. En tout cas, on va vous tenir les pouces. On va vous suivre durant évidemment ces 2 jours d'aventure. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Timothée, merci beaucoup également d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Il y a une petite pause maintenant. On va se retrouver en septembre pour un prochain Génération Champion. À très bientôt. Ciao.